Donc, enchaînons indirectement, on a un peu nos premiers classements comme ça avant la discussion, donc enchaînons et discutons justement. Et donc, commençons par Kevin Garnett, peut-être, quelqu'un que tu as bien connu, alors pas sur la décennie, même s'il est revenu à la fin, mais fan de Minnesota, tu aimes beaucoup la première période de Kevin Garnett qui est hors décennie. Donc Kevin Garnett, sur la décennie, on a 6 saisons, même si en vrai, des vraies saisons, on a peut-être 4 ou 4 et demi, on va en parler. Sur la décennie, on est à 11 points de moyenne et 26 minutes par match en moyenne sur la saison, à cause des dernières années, hein, notamment du côté de Minnesota, il avait beaucoup moins de temps de jeu. On est sur 8700 minutes sur la décennie pour Kevin Garnett et 338 matchs, notamment, là je parle de saison régulière. All-Star 2011 et 2013, pardon, aucune équipe All-NBA, mais par contre, il était dans des All Defensive Team, première All Defensive Team en 2011 et deuxième en 2012, donc quand même plutôt très costaud, il faut se souvenir de ce début de décennie. Au niveau des surnoms aussi, toujours j'aime bien citer les surnoms un peu loufoques de Basketball Référence, mais c'est vrai que là c'est pas trop loufoque, on les connaît par cœur, hein, c'est The Big Ticket et The Kid, finalement tu les connais parfaitement, Rafa, ces surnoms-là. Big Ticket, c'est par rapport à son premier contrat à Minnesota, hein, c'est ça? Eh ben, je sais même plus pourquoi. Je sais même plus pourquoi il est surnommé comme ça. Ouais, j'imagine. Je crois que c'est ouais, ça. ouais. Je crois que c'est à l'époque où les contrats rookies étaient pas structurés autant qu'aujourd'hui, où il y a une grille de salaire automatique. Et je crois qu'il avait négocié le pactole dès le contrat rookie. Mais bref, rapidement, son parcours, tu m'interromps si tu veux intervenir, je fais rapidement ça. 2011, début de décennie, il a 34 ans déjà. Donc effectivement, on va voir que la longévité, ça va pas être ça. Mais 2011, mine de rien, évidemment à Boston, hein, il est All-Star. C'était la fameuse année notamment de Boston avec Shaquille O'Neal, avec Nate Robinson, avec un effectif de plein de stars. Alors pas que des stars sportives, mais il y avait beaucoup de monde dans ce gros effectif de 2011. Ils font demi-finale de conférence contre Miami, éliminé contre le Miami de LeBron James, Dwight Wade, etc. Notamment avec une blessure de Rondo en milieu de série. 2012, finale de conférence, qui perdent encore une fois contre Miami, malgré le fait d'avoir mené 3-2 dans la série, et donc potentiellement être à un match des finales, mais c'est là qu'il y a eu le fameux match 6 de LeBron James. 2013, éliminé au premier tour contre les Knicks, avec malgré tout, il faut le préciser, Rondo qui était blessé depuis le mois de janvier, donc c'était plus vraiment la même équipe. Et puis 2013, l'échange du côté de Brooklyn, et là on voit que son temps de jeu chute déjà par rapport à ses premières années à Boston, où il était à plus de 30 minutes par match sur les 3 premières années, 2011, 2012, 2013. Et à Brooklyn, en 2014, on tombe à 20 minutes par match à peine, donc c'est le Brooklyn avec Paul Pierce évidemment, Deron Williams, Joe Johnson et Brook Lopez. Et pareil, élimination demi-finale de conférence contre le Heat de LeBron James, Dwayne Wade, etc., etc. Donc il y a quand même un certain thème, hein, dans la décennie de Garnett pour l'instant. Et puis mi-saison 2015, un retour chez toi, un retour chez lui aussi, hein, du côté de Minnesota, où il fera quelques matchs cette saison-là. Et puis une dernière saison 2016 du côté de Minnesota, notamment en mentor de Karl Anthony Towns, 38 matchs et 14 minutes par match en moyenne. Donc très très peu, et on était sur un Kevin Garnett, mine de rien, de combien du coup, 38, 39 ans, assez vieux. Donc voilà grosso modo pour son parcours. Peut-être pour te lancer sur le profil, alors pas profil théorique, mais le profil d'un point de vue de ses performances notamment. C'est vrai que le point principal, et là où la valeur qu'il va avoir dans ce classement, c'est surtout sur le début de décennie, les 3 premières années à Boston, où il est peut-être un peu sous-estimé, ou alors on a peut-être un peu oublié à quel point il était encore dominant, notamment en défense. Ouais, et en fait, en préparant un peu le podcast, je suis tombé sur une stat qui m'a quand même vraiment surpris, et pourtant Dieu sait, j'aime Kevin Garnett qui a toujours été mon joueur préféré, mais si on prend la stat qui est une des plus fiables, même s'il faut faire gaffe avec ça, mais de RAPM, donc le plus-minus ajusté en défense, le defensive RAPM, sur les années 2011-2016, donc sur les 5 ans, le numéro 1 en defensive RAPM de toute la ligue, c'est Kevin Garnett. Donc donc en incluant les années où il est moins bon ensuite même. Ouais. Et donc sans inclure l'année 2010-2011. D'accord. Donc il est devant Larry Sanders et Draymond Green. Et en plus de très loin, hein, et Rudy Gobert est 4e. Larry Sanders qui ne fait pas partie de ma playlist du top 100 pour l'instant. Donc c'est dire à quel point défensivement il était encore monstrueux. Et moi j'ai un souvenir très précis de la saison qui passe, la dernière saison à Minnesota,
où il était effectivement vieillissant, en grosse difficulté offensivement, mais où défensivement, ça reste sur la décennie, si je prends la décennie pour les Wolves, ça reste le meilleur joueur en défense que j'ai vu avec Robert Covington, je pense. Et pourtant, il avait quasiment 40 ans, mais il faisait une différence encore qui était incroyable. Donc, je pense que de ce point de vue, il est effectivement un peu sous-estimé pour encore l'impact qu'il pouvait avoir dans ces années-là. Et d'ailleurs, il passe, tu l'as rappelé, il passe pas très loin du titre, les Celtics, grâce à lui, notamment en 2012. Alors 2011, ils sont un peu plus loin. Et le deuxième chose dont je voulais parler pour commencer, c'est ces playoffs en 2012 qui sont vraiment exceptionnels. Il fait, j'ai les stats, là, premier tour contre Atlanta, il tourne à 18,7 points, 10,5 rebonds. Deuxième tour contre Philadelphie où il gagne 4-3, 19,7 points, 11 rebonds. Et contre le Heat de Bosch, Wade et James, 19,1 points, 9,4 rebonds. Alors bon, c'est les stats brutes, hein, mais sur 36-37 minutes de jeu, en tournant à 50% de réussite. Donc c'était vraiment un niveau exceptionnel pour quelqu'un qui avait déjà 35 ans. Donc sur au moins les 2 premières saisons de la décennie, c'est un joueur qui est de niveau All-Star, voire All-NBA, en tout cas sur ses prestations en play-off. Bon, alors la difficulté, évidemment, si on juge sur la décennie en entier, c'est qu'ensuite, ça reste très correct, mais ça devient un role player, quoi. Donc c'est un peu ça qui est difficile à juger. Mais je dirais que défensivement, ça reste tout au long de sa carrière un talent dans le top 20, top 30 de toute la ligue, quoi. Alors, ça va pas compter parce que c'est en termes d'impact sportif, il n'était pas non plus Defensive Player of the Year cette année-là, mais 2016, donc du côté de Minnesota, on retient aussi beaucoup un peu dans cette décennie. C'était l'année où il était un peu un mentor de Towns, et tu nous confirmes que c'était l'année où on était très enthousiasmé par la défense de Towns notamment, et qui a un peu chuté depuis, quoi. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour confirmer ça, hein, pour juste dire, c'est pas l'effet, moi, de mon amour pour Garnett ou quoi que ce soit. Quand on regarde le on-off de son année à Minnesota, la défense des Wolves est meilleure de 13,5 points par 100 possessions quand il est sur le terrain. Ce qui est tout simplement le maximum cette année-là. Personne ne faisait mieux dans toute la ligue. Donc c'était incroyable. Un art de se placer, et puis aussi, alors ce qui est beaucoup plus difficile à mesurer évidemment, mais un leader vocal, tout le monde le disait, et Towns l'a toujours dit, que il avait plus jamais connu ça après, quelqu'un qui le conseille autant, qui lui dise systématiquement, mets-toi là, bouge, fais... Même pas Jimmy Butler non plus? Non. Je crois il l'a dit pour Beverley cette année, mais c'est tout. Et quand on regarde, de toute façon, c'est pas seulement cette année-là, hein, quand on regarde le on-off de Garnett, en défense, c'est toujours dans le 90e, voire 95e percentile. Ouais. Et là où il a vraiment chuté après la saison 2012, c'est offensivement. Où là, effectivement, il y arrivait plus. Donc, mais défensivement, je pense qu'il a jamais vraiment complètement chuté, en fait. Et alors, c'est très intéressant que tu aies dit tout ça sur l'attaque. Effectivement, c'était aussi un de mes points. On parlera plus tard de la défense. J'ai quelques chiffres aussi à donner. Mais au niveau de l'attaque, j'avais noté aussi, et en plus, moi j'étais fan de Boston en début de décennie, donc j'avais suivi de ça de très très près, hein, avant de devenir un peu un mercenaire sans club. Mais oui, j'étais fan de Boston, donc j'avais suivi ça de très près, et effectivement, ce souvenir que j'avais, et notamment, comme tu as dit, sur les playoffs 2012, mais ça se voyait un peu partout, c'était que, certes, c'était pas quelqu'un qui avait un gros usage en termes d'attaque. Il avait, tu vois, sur les années à Boston, on était sur du 20%, 23%. Voilà, on est très loin du niveau des stars qui sont à 30% et plus. C'est vraiment assez modeste, hein, presque. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc qui, du coup, en termes d'impact et de valeur sportive, pour moi, est valuable, qui est qu'il avait un petit usage pendant tout le match. Et puis, en fait, sur les fins de match, notamment les fins de match serrés ou dans les gros matchs ou dans les playoffs, il pouvait totalement monter son usage et prendre ses responsabilités et être un peu presque un go-to guy caché et occasionnel, quoi. Et sur les playoffs 2012 en particulier, c'était totalement évident. C'était, je crois qu'en plus Pierce a un peu des soucis de blessure ou je sais pas quoi, mais c'était, on envoie Garnett au poste bas, quoi. Mais vraiment, presque en chaque possession, les fins de match, c'était ça, quoi. On envoie Garnett au poste bas, il nous fait son turnaround jumper et ça rentre. Donc il y avait un peu ce côté,
go-to guy peut-être caché, un peu occasionnel, mais qui du coup a eu pas mal de valeur, hein, parce qu'en plus, il y a eu ce run de playoff, alors qui n'était pas forcément attendu, et ça aurait été une surprise, hein, si Boston avait battu Miami, mais quand même, quoi, il y a ce run-là. Il y a sur les 2 premières années, comme tu dis, même en saison régulière, moi je trouve qu'il y avait ce côté un peu go-to guy occasionnel. Et puis donc un peu, pour dire, sur la défense aussi, j'avais d'autres stats. Alors, c'est vrai qu'en fait, on a perdu sur cette décennie, on n'avait plus le Kevin Garnett mobile. Ça, on peut le dire, on avait perdu la mobilité d'ultra élite qu'il avait peut-être sur les années 2000. Mais par contre, on était sur un rim protecteur d'élite, en fait. Et pas que rim protecteur, hein, peut-être paint protecteur et capitaine de défense, quarterback, etc. etc. Et du coup, c'est vrai que voilà, au niveau des stats, ça se voit et c'est extrêmement impressionnant. Déjà, Boston, au defensive rating, ils sont deuxième en 2011 et premier en 2012, notamment, et même encore septième en 2013. C'est quand même assez notable. En termes de protection du panier, donc le pourcentage de panier autorisé, l'efficacité autorisée au panier, on est sur une défense qui était deuxième en 2011 de toute la ligue, deuxième sur 30, et troisième en 2012. En termes de défense sur demi-terrain, pareil, deuxième, premier et troisième entre 2011, 12 et 13, donc extrêmement élite, hein, dans le top 3 sur les 3 années, notamment du fait de Garnett, et plus précisément encore, si on regarde un peu, notamment sur des line-up, tu sais, il y a des stats de line-up, j'ai noté que sur des line-up avec minimum 500 possessions jouées ensemble, ce qui est plutôt pas mal, hein, ce qui est un gros nombre, il y a à peu près 40 line-up qui répondent à ces critères de minimum 500 possessions jouées ensemble. En 2011, il y en a 3 avec Garnett, il y a le deuxième meilleur de toute la ligue, il y a le troisième meilleur et il y a le septième meilleur. Donc 3 line-up dans le top 7 avec Garnett, sachant qu'à chaque fois, il y a un coéquipier différent. Le deuxième, c'est avec Kristich, Nenad Kristich. Le troisième meilleur de NBA, c'est avec Big Baby à côté, Glenn Davis. Et le septième meilleur line-up défensif de NBA en 2011, c'est avec Shaquille O'Neal. Et exactement pareil pour 2012, il a le troisième, en tout cas, il fait partie du troisième meilleur line-up défensif de NBA à côté de Jermaine O'Neal et du quatrième à côté de Brandon Bass. Donc bref, il y a plein de chiffres comme ça qu'on pourrait citer. Et voilà, la difficulté, ça va être, comme tu dis, de jauger ça par rapport au reste de la décennie, où finalement, on va dire qu'il a deux saisons d'ultra élite, une saison d'élite, et ensuite ça devient un peu plus marginal. Mais en tout cas, je pense qu'il faut insister à quel point son début de décennie était dominant, et notamment en défense, quoi. Oui, carrément. Et bon, oui, voilà, je pense qu'il a payé aussi un peu dans l'image qui en est restée, le fait que les Celtics n'ont gagné qu'un titre et que du coup sur cette décennie ils n'en ont pas gagné, ils n'ont pas réussi à faire le repeat, en partie à cause du 8, et ça a été associé un peu à un déclin qui aurait été le sien, mais en fait non, il n'est pas tant décliné que ça du point de vue global et surtout du point de vue défensif. Même à Brooklyn, hein, il me semble que l'impact qu'il a eu était vraiment intéressant. Alors du point de vue défensif, il a de plus en plus joué pivot aussi dans cette décennie-là. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, souvent Kendrick Perkins sortait, enfin au début, avant qu'il ait été échangé, sortait en fin de match et c'était Garnett qui passait pivot. Et ça s'est confirmé ensuite à Brooklyn. Je saurais plus dire avec qui il jouait poste d'ailier fort, mais À Brooklyn, il y avait alors, il y avait Brook Lopez, mais sinon, c'était un espèce de small ball très lent, contrairement au small ball de l'époque, qui était surtout pour jouer rapide. C'était avec notamment Paul Pierce en 4, parfois, voilà, ou des joueurs comme ça, quoi. Donc, je pense aussi qu'il avait, même si, comme tu dis, il avait un peu perdu en mobilité, mais il avait quand même ce profil qui faisait que dans ce début de révolution qui commençait à apparaître, on joue de plus en plus petit, même si c'était vraiment qu'au début, son profil restait encore mobilisable dans cette nouvelle NBA qui commençait. Là. Donc c'était aussi ça qui faisait que défensivement il restait aussi impactant. Oui, c'était plus un niveau de mobilité, on va dire Draymond Green-esque, peut-être comme en début de carrière, mais on était sur un, je sais pas moi, un Kevin Looney peut-être, ou ce genre d'intérieur quand même assez mobile pour aller loin du périmètre, ou Mason Plumlee en termes de mobilité, un pas de niveau de jeu. Excusez-moi pour cette référence. Mais voilà, intérieur moins mobile et moins switch-all, ou moins incroyable, extraordinaire que dans les années 2000, mais quand même assez mobile pour faire des edges ou pour faire ce genre de couverture. Et du coup, alors tu nous as dit que tu l'avais mis
quatrième, Non, troisième ouais. de ton classement du top 5. Si on l'inclut du coup dans le top 10, ouais, j'allais dire, dans le classement de la semaine dernière, donc notre classement, tu le situerais à peu près à quel niveau? C'est là où j'en sais rien. C'est là où ça se gâte. Ouais. Alors je peux te donner le mien si tu veux le temps que tu réfléchisses, ou alors tu l'as ou pas? Bah, en fait, j'hésite parce que si on prend la logique, Kevin Love, qui est quatrième du classement pour l'instant, il a été 2 fois All-NBA, Garnett l'a jamais été sur cette décennie-là. Et en même temps, je trouve, du point de vue de l'impact global, je sens que Garnett a eu plus d'impact sur ses équipes que Kevin Love. Donc, j'aurais tendance à le mettre au-dessus. Donc au-dessus de Love et Barnes. Et en dessous de Jokic. Et plutôt en dessous de Jokic, ouais. Ouais, je suis d'accord, c'est exactement là où je l'avais aussi. Encore une fois, le nombre de saisons de Kevin Love à un très haut niveau je suis un peu réticent, mais peut-être aussi que je sous-estime peut-être les années role-player entre guillemets du côté de Cleveland, où c'était quand même du très bon spacing, et c'est vrai qu'au niveau total, peut-être que en termes de longévité, on pourrait argumenter qu'au final ça gratte petit à petit de la valeur, mais pour l'instant, moi je l'avais entre Jokic et Kevin Love, effectivement. C'est-à-dire, je trouve que c'est compliqué de ne pas récompenser une année de playoff aussi exceptionnelle quand même que celle de 2012, quoi. Rien que ça, c'est au-dessus de tout ce qu'a fait Love dans sa carrière. Ouais, et puis je pense que si on prend les 3 meilleures années de Kevin Love sur cette carrière, sur cette décennie, elles sont moins bonnes il y a moins d'impact que les 3 meilleures de Garnett, qui sont les 3 à Boston, peut-être. Ouais. Ok, on peut en rester là pour Kevin Garnett. Peut-être qu'il y aura des reclassements dans le futur, probablement. Avant de passer au joueur suivant, j'avais un petit quiz, et comme je te disais en antenne, j'espère que tu seras bien meilleur que Nico, qui a été catastrophique sur le premier épisode en nous citant Allen Iverson dans l'équipe rookie de Jokic. Alors, je t'ai préparé un qui est dans l'effectif. Oula. Donc, qui est dans l'effectif avec Kevin Garnett lors de sa dernière saison aux Timberwolves? Donc, j'ai fait exprès, c'est relativement facile pour toi. Donc, on parle de la saison 2015-2016, donc saison 2016. Garnett, sa dernière année, on a dit, hein, il fait 14 minutes par match en moyenne. Je crois qu'il finit même pas trop l'année en plus, où il y a des blessures, etc. Bref, combien de joueurs tu peux me citer de cette équipe qui est dans l'effectif Timberwolves 2016? Alors, il y a Towns, il y a Wiggins, il y a Shabazz Muhammad. Exactement. Il y a Gorgui Dieng. Tyus Jones. Exactement. Chase Budinger. Non, Budinger n'est pas là. Est-ce que Kevin Martin est encore là? Kevin Martin est là, exactement. Et André Miller. André Miller est là, tout à fait. Tayshaun Prince. Tayshaun Prince est là. Alors, tu es en train d'écraser les performances de Nico sur l'ensemble de l'émission de passée. Pekovic est là, tout à fait, encore là. Il devait plus être dans un très bon état, d'ailleurs. Non, ça c'était vraiment la fin. C'est un peu la fin. Ouais. Là, ça devient dur. Je peux donner des indices, hein, si tu veux. Est-ce que tu as cité le meneur, quand même, un de tes joueurs préférés? Il y avait Rubio, oui, forcément. Rubio, évidemment. Rubio. Alors, il y a quelqu'un qui a une carrière de 6 secondes. Non, c'est un jeu de mots sur son nom, mais qui est parti ensuite dans un échange à Chicago. Il y a Zach Lavine qui est là. Zach Lavine, forcément, évidemment, oui, je suis bête. Petit jeu de mots sur Vine, je suis même pas sûr que les jeunes connaissent Vine aujourd'hui. Oui. Qui est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a malheureusement quelqu'un qui est décédé récemment, là. Ah oui, il y a Adrian Payne. Adrian Payne, totalement. Alors oui, c'est désolant de dire ça, vu le drame, mais qui est vraiment le pire joueur que j'ai vu de ma vie, sous couleur des Wolves. On en a un autre qui est trouvable pour toi, je pense, qui vient d'être champion, qui est un Européen, que moi j'adorais cette saison-là. Je me souviens d'ailleurs d'une fin de match à Portland où il est en point forward. Bjelica? Exactement. Il était déjà là. Tu vois, je croyais qu'il était arrivé l'année d'après. Okay. Non, il était là. Et puis, je te fais grâce des 2 derniers que sont Greg Smith. Ah oui, qui n'a pas joué beaucoup, oui. Pivot petit, mais avec des mains énormes et des bras énormes. Très athlétique. Et puis, Rudez était là aussi. Oui, Damien Rudez. Oui, l'ailier fort croate, assez limité, on va dire. Oui, c'est l'année de la mort de Flip Saunders, c'est juste avant que Thibodeau arrive. Tout à fait, ouais. Avec Sam Mitchell comme coach. Et tu vois, finalement, il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif, mais pas beaucoup de noms un peu random. Hein. Beaucoup de noms bien connus. Ouais. Mais tous
enfin un effectif très jeune, quoi. Soit très jeune, soit très vieux, avec les Miller, Payne, Garnett. Entre les vétérans qu'on connaissait et les jeunes qui ensuite ont donné quelque chose. Mais c'était pas bête d'ailleurs, comme idée, de prendre des vétérans vraiment respectés pour encadrer ces jeunes-là. Ouais. On rappelle que c'est incroyable cette histoire. Les Wolves de 2016 sont une des 2 ou 3 équipes, 3 je crois, 2 équipes à avoir battu les Warriors chez eux cette année-là. Oui. Il n'y a eu que 2 équipes. Hein. Et je me rappelle très bien de ce match. Oui. Ouais. Et c'était le match de Shabazz Mohamed, record en carrière. Exactement. Voilà. Ouais. C'est incroyable. Je crois qu'il y avait Boston qui était venu les taper 2 semaines avant. On était en toute fin de saison. Hein, et ensuite, les Timberwolves, c'était incroyable cette équipe qui venait battre donc le Golden State à 73 victoires en saison régulière. Mais une grande tradition des Wolves de battre les Warriors. Curieusement, je sais pas pourquoi, mais ouais. Mais d'ailleurs, c'était le match avec la fameuse séquence de Karl Anthony Towns en isolation sur Stephen Curry. Je pense que tu t'en souviens. Oui.